À l'initiative de jeunes Français aux origines marocaines, initiative stimulée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, ce film a été conçu pour rendre hommage aux 100 000 combattants marocains, tirailleurs, goumiers, spahis, mais aussi artilleurs ou marins, qui, engagés volontaires, ont permis, avec d'autres venus de divers horizons géographiques, la libération entre 1942 et 1945 de territoires occupés par les forces de l'Axe. Le corps expéditionnaire était préparé pour ça, vivre, mourir ou la victoire. Qu'ils reposent côte à côte en paix, ceux qui étaient mus par le même idéal, la même mystique, le même élan pour défendre l'honneur au service de la France. Répétons après Georges Clemenceau, ces morts ont des droits sur nous, ne les oublions pas, inclinons-nous face à leur sépulture tout au long du chemin de la reconquête. Ils ont bien mérité des deux pays, le Maroc et la France, désormais unis par les liens du sang versés sur les champs de bataille. Passe-moi la prière des soldats pour les soldats marocains. Je ne sais pas, est-ce que vous la connaissez, cette prière? Non. Voilà, c'est une prière qui a été faite par un officier français hein, à la fin de la guerre. On vous la passera en entier. Je voudrais simplement vous lire hein, la dernière strophe. Seigneur, dans votre infinie bonté. Excusez-moi, chaque fois. Malgré notre orgueil et nos défaillances, si vous nous faites à la fin de nos épreuves la grâce de votre béatitude éternelle, permettez que les durs guerriers de Berbérie, qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule, comme ils étaient naguère sur la ligne de combat, et que dans la paix ineffable de votre paradis, qu'ils sachent, ou qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés. Depuis 1945, des combattants ont fait l'objet d'un juste hommage officiel. Des décorations et des citations à l'ordre de l'armée leur ont été décernées à titre personnel ou au nom d'un régiment, d'un bataillon, d'une division. Colonel, si vous permettez, je vais vous poser deux questions. La première va porter sur la signification des médailles que vous portez. Oui. Vous savez, les décorations, moi je les confonds un petit peu comme les élèves qui sont dans une classe. Et évidemment, tout dépend de leur travail. Et le travail honoré, c'est pour nous dans l'armée, on est récompensé par ces médailles, suivant votre façon de faire la guerre. Et ce que vous voyez ici, vous voyez la première, c'est la Légion d'honneur, qui n'est pas donnée à n'importe qui, et qui est faite pour les officiers.
Et vous avez quelquefois des sous-officiers qui l'ont eu. Les sous-officiers, ils ont surtout des militaires. Et quant à la deuxième, c'est le Wissam Alaoui, qui est également fait pour les officiers, accordé par Sa Majesté Mohamed V, le défunt Soudan. Et la troisième, c'est une croix de guerre, c'est de militaire. Et la quatrième, c'est combattant. Le plus illustre des chefs militaires français de la Deuxième Guerre, le général de Gaulle, passe en revue et décore ses soldats, dont des tirailleurs marocains. Ils ne se sont pas battus avec un tel courage sans aimer la cause qu'ils défendaient. Monsieur Haïmani Mohamed, quelle est la signification des médailles que vous avez gagnées pendant la guerre? Ces médailles, je les dois à mon courage. J'étais chef de groupe, mais je faisais office d'adjoint du chef de section. Lorsque le chef est mort, je l'ai remplacé. J'ai obtenu ces médailles sur le champ de bataille. J'ai été blessé à 3 reprises, en Italie, en France, en Allemagne. Ces médailles n'ont pas été distribuées à n'importe qui. Elles ont été attribuées aux vaillants et courageux soldats. La France et l'État français participent encore à cette reconnaissance. Le service des anciens combattants à Casablanca, dépendant du ministère français de la Défense, n'a pas oublié le sacrifice des Marocains et leur accorde un soutien social et médical permanent. Pourquoi un service des anciens combattants de l'armée française au Maroc? C'est une question qui peut se poser. Eh bien, la réponse trouve son explication dans le nombre de vétérans de l'armée française qui vivent aujourd'hui au Maroc et qui est aujourd'hui de 32 000 personnes. Ces 32 000 personnes, ce sont des anciens soldats de l'armée française qui ont combattu à différentes périodes de notre histoire. Beaucoup ont participé à la Seconde Guerre mondiale et notamment à ce qu'on a appelé l'armée d'Afrique. Nous avons la chance d'exercer notre activité au Maroc, dans un pays qui a une mémoire commune avec la France très riche. Ce rôle de l'armée d'Afrique a été déterminant, notamment c'est lui qui a permis notamment qui a permis à la France de retrouver un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est donc cette histoire commune très riche que nous essayons de mettre en valeur à chaque fois que faire se peut. Monsieur Pagès, que fait votre service pour que la contribution des Marocains pendant la Seconde Guerre mondiale soit reconnue et pas oubliée par les citoyens français? Eh bien, notre service intervient dans la mesure de ses moyens dans différents domaines. Il favorise notamment, il essaye de favoriser, à chaque fois qu'il est saisi de demande en ce sens, le travail de chercheurs, d'historiens, d'universitaires, mais aussi de sociologues, voire de jeunes gens comme vous qui venez de la région des Pyrénées-Atlantiques. Le deuxième domaine dans lequel nous essayons de favoriser cette mémoire commune, c'est le soutien qui est apporté, là aussi en termes de logistique, en termes de facilitation des contacts sur place, à différentes associations françaises d'anciens combattants qui souhaitent exprimer directement aux anciens combattants marocains la mémoire très vive qu'ils ont des combats menés en commun. Alors un exemple frappant, c'est l'aide financière qui est apportée tous les ans par l'association de la Koumia et que la Koumia nous a demandé de mettre en œuvre par l'intermédiaire d'une commission qui a été constituée sur place et qui nous permet de distribuer sur place une aide financière attribuée par la Koumia. Un autre exemple, c'est celle qui me vient à l'esprit, c'est celle de la Fédération Handicap Nord-Sud, qui est en fait une émanation pour une grande partie de la Fédération des plus grands invalides de guerre français et qui tous les ans vient apporter au Maroc, aux anciens combattants marocains de Casablanca, mais aussi des petits villages de la montagne, du matériel pour handicapés, du matériel pour des fournitures scolaires pour les enfants, les petits-enfants des anciens combattants, et qui vient là concrètement
exprimer le soutien et là aussi la mémoire vive qu'ils gardent de cette épopée vécue en commun. J'ajouterais que l'action que mène le service de Casablanca dans ce domaine n'est ni plus ni moins qu'une action menée, le reflet de l'action menée à beaucoup plus grande échelle par les services spécialisés du ministère français de la Défense qui ont en charge ce domaine d'activité. C'est une autre manière d'approcher l'histoire. Ces jeunes se penchent sur un passé qu'ils découvrent, fouillant et analysant des dossiers de combattants marocains, interrogeant et écoutant ces formidables acteurs de la Deuxième Guerre. Ces témoignages les aident à comprendre avant de lire la documentation disponible sur ce thème. Regardez ces soldats qui passent. Vous les connaissez et vous les reconnaissez. Ce sont des soldats marocains. Incorporés dans l'armée française, ils se sont battus sur tous les champs de bataille du monde où le destin a voulu que nous les menions. Partout, ils ont provoqué le respect et l'admiration. Là aussi, il y a des anciens combattants, comme dans tous les pays du monde. Un officier reconnaît parmi les anciens un mutilé qui est un de ses vieux soldats. Je suis Arbal Mouloud, un élément du Moyen Atlas de la tribu des Marmoucha. Et en 1939, je me trouvais à l'époque déjà à l'école militaire des officiers à Meknès. Et là, après avoir, comment dirais-je, reçu une formation militaire et en même temps instruction générale par des officiers français et qui ont activé un petit peu notre formation. Et de là, une fois terminé, c'était vers 41, on se préparait justement pour aller avec le corps expéditionnaire en Italie, en France et jusqu'à Hambourg, en Allemagne. Ce protectorat conservait théoriquement sa personnalité internationale. L'engagement des Marocains était un acte volontaire qui peut d'abord être expliqué par la fièvre de leur jeunesse. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous vous présenter? Très bien, d'abord je suis heureux de voir des jeunes Français comme vous s'intéresser aux liens qui ont toujours existé entre le Maroc et la France. En ce qui me concerne, je suis né à El Gara, à 54-55 km de Casablanca. C'est une région agricole. J'ai fait mes études en partie primaire là-bas et le reste à Casablanca. Et à l'âge de 16 ans et demi, avec d'autres camarades, nous avons décidé de partir faire la guerre comme tout le monde. Avant d'être militaire, j'étais paysan. Mais lorsque j'ai eu 18 ans, les Allemands ont envahi la France. L'État de la France en juin 1940, vaincu, anéanti, ruiné, bientôt spolié, a provoqué un choc terrible dans les esprits. Au printemps 1940, les divisions de l'armée d'Afrique s'étaient trouvées elles-mêmes emportées dans la tourmente. Les Allemands ont abîmé la France. C'est alors que De Gaulle a lancé son appel à poursuivre les combats. Il s'est adressé aux officiers se trouvant en Afrique du Nord afin qu'ils aident ceux qui voulaient intégrer l'armée française. C'est un garde champêtre qui faisait les annonces dans les villages. J'ai donc, à 18 ans, décidé de me rendre dans une caserne à El Xiba
pour m'engager. Je m'appelle Pierre Ferré. Je me suis engagé à l'âge de 18 ans pour rejoindre le 2e tirailleur marocain à Marrakech. Venant des affaires indigènes, on m'a confié une mission qui était celle de commander une section de tirailleurs. J'ai entraîné ces tirailleurs en Algérie en particulier et dans le Jura, et je les ai entraînés pour devenir troupes de montagne et section spéciale de guerre en montagne. Chef de section, sous-officier adjoint et marocain, nous ne faisions que un. Nous avions envie de nous battre pour récupérer la France qui nous avait été volée. Je me suis engagé à Meknès, au 7e régiment de tirailleurs, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire alors au Maroc. Pourquoi avez-vous participé à la guerre avec la France? Je voulais, grâce à la solde française, gagner de l'argent. Mohamed V, après la guerre, nous a reçus accompagnés de ses ministres et il nous a dit « Vous avez honoré le Maroc par votre conduite. Vous avez œuvré avec les plus grandes puissances et maintenant, elles nous attribueront nos droits. » Il s'agit des propres mots de Mohamed V. Nous avons été attirés par l'appellation de Goum chérifiens. Les Goum chérifiens sont respectés à la suite de l'appel du sultan. Nous avions été informés qu'il y avait une race qui allait nous envahir. On nous disait qu'elle n'était bonne, ni pour les Français, ni pour nous. À l'âge de 16 ans et demi, avec d'autres camarades, nous avons décidé de partir faire la guerre comme tout le monde, puisque l'appel de Sa Majesté est toujours en notre mémoire. Mohamed V, sultan du Maroc, commandeur des croyants, écrit une lettre à son peuple dès le 3 septembre 1939. Elle sera lue dans toutes les mosquées du territoire. Il prend fermement position en faveur de la France en l'assurant d'un concours qui ne sera jamais démenti. Le 23 septembre 1939, le sultan réitérera ce soutien à l'occasion de la fête de Moulay Idriss. Louange à Dieu, grand sceau de Sidi Mohamed Ben Youssef, à notre serviteur intègre, le taleb de la mosquée, et à tous les habitants de la ville, en particulier les chorfas, les oulémas et les notables. Que le salut soit sur vous, ainsi que la bénédiction de Dieu. Le douloureux souvenir que la dernière guerre a laissé à tous n'est pas effacé de vos mémoires. Le nombre des familles durement éprouvées, des régions fertiles dévastées, des villes détruites, des richesses anéanties, n'est oublié par personne. Bien que la victoire ait couronné les étendards de la France et de ses alliés, parmi lesquels le Maroc figure fièrement, le glorieux gouvernement de la République, loin de chercher à tirer des profits abusifs, n'a cessé de déployer tous ses efforts pour ramener dans les cœurs une paix définitive et bienfaisante. Animé de hauts sentiments d'humanité, il n'a reculé devant aucun sacrifice pour que le spectre de la guerre ne revînt jamais attrister les foyers. Nos ennemis communs n'ont malheureusement jamais été sensibles à de tels efforts. Ils ont au contraire profité de toutes les occasions pour ranimer le feu de la discorde et rallumer les feux de l'incendie. Vous savez d'autre part que notre prophète vénéré a dit « Lorsque la guerre dort, Dieu maudit celui qui la réveille. » Il a dit également « Si vous avez à demander quelque chose à Dieu, demandez-lui la paix. » Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de rappeler à tous la situation dans laquelle vous vous trouvez depuis que nos prédécesseurs ont signé le traité de protectorat avec la France. Un court parallèle établi entre les situations du Maroc d'avant et après le protectorat permettra à tout le monde d'apprécier par lui-même. Avant la convention qui nous lie à la France, la guerre intestine régnait partout, de fraction à fraction, de tribu à tribu, de région à région. On se battait pour les plus petites futilités. Les chemins n'étaient pas sûrs,
les communications très mal assurées. Vous n'aviez de sécurité ni pour vous, ni pour les vôtres, ni pour vos biens. Il ne vous était pas donné d'avoir en quoi que ce soit l'assurance du lendemain. Et vous ne pouviez vaquer tranquillement à vos occupations par suite du manque de votre paix intérieure, indispensable à tout travail et à tout progrès. Depuis le traité du protectorat, la paix est assurée dans vos foyers, dans vos villes et dans vos campagnes. Les routes sont aussi sûres que les rues de vos villes. Votre honneur est aussi sauvegardé que votre religion sacrée. En toute tranquillité, vous pouvez en tout temps vaquer à vos occupations pour assurer votre bien-être et celui des vôtres, sans que le moindre souci ne vous préoccupe. Tous ces bienfaits nous font l'impérieux devoir d'en remercier la Providence. Mais notre vénéré prophète a dit, quand quelqu'un a été l'auteur d'un bienfait qui vous touche, ne manquez jamais de lui en manifester votre reconnaissance. Et si vous n'avez aucun moyen de le faire, demandez à Dieu de l'en récompenser. Le croyant est d'ailleurs celui qui reste toujours fidèle à ses engagements. C'est aujourd'hui que la France prend les armes pour défendre son sol, son honneur, sa dignité, son avenir et le nôtre, que nous devons être nous-mêmes fidèles aux principes de l'honneur de notre race, de notre histoire et de notre religion. Il est de notre devoir le plus absolu de manifester au gouvernement de la France notre reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Et le premier qui faillirait au devoir élémentaire de cette reconnaissance serait indigne de nos ancêtres et enfreindrait les ordres du Créateur qui nous a imposé le devoir de la reconnaissance et celui de nous éloigner des ingrats. À partir de ce jour, et jusqu'à ce que l'étendard de la France et de ses alliés soit couronné de gloire, nous lui devons un concours sans réserve. Ne lui marchandons aucune de nos ressources et ne reculons devant aucun sacrifice. Nous étions liés à elle dans les temps de tranquillité et d'opulence, et il est juste que nous soyons à ses côtés dans l'épreuve qu'elle traverse, et d'où elle sortira, nous en sommes convaincus, glorieuse et grande. À cette époque-là, les Marocains ont répondu en masse à l'appel qui leur avait été lancé par leur sultan et également par la puissance française. Près de 100 000 d'entre eux ont été mobilisés au sein des armées françaises durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont participé aux combats les plus durs de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La campagne d'Italie, la libération de la Corse, le débarquement de Provence et la campagne d'Alsace ont été faits avec l'armée d'Afrique qui était composée presque pour moitié de soldats d'origine marocaine, tunisienne, algérienne, mais aussi d'origine européenne d'Afrique du Nord. Une marée de fierté et de joie pouvait légitimement gonfler les poitrines des hommes qui ont œuvré dans cette armée d'Afrique pour l'honneur du navire, selon l'expression du général de Gaulle. Donc, pour nous les jeunes, c'est difficile de concevoir que dès 1939 à 1945, des gens, des Marocains, ont quitté leur pays pour participer, pour libérer un pays qui n'était pas le leur. Donc, comment les anciens combattants marocains vivaient leur participation à la libération de la France? Je pense qu'ils étaient très fiers, très fiers d'avoir participé à cette épopée. Parce que tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, pour eux, ça leur laisse un souvenir extraordinaire. De tous ceux qui vont s'embarquer pour l'Italie, bien peu reviendront, avait prévenu le général de Gaulle. De Tunisie en Autriche, dans la boue, la neige, le froid glacial, le gel, le déluge de feu et les mines invisibles, dans les corps à corps à la baïonnette, à la grenade, au couteau, que de sacrifices, de souffrances, de combats pour ces libérateurs. En quelle année avez-vous décidé de vous engager dans l'armée française?
Je suis engagé dans l'armée française le 15 janvier 1943, le commando de l'Afrique. J'ai fait la section à Fès, 6 mois. Après, je pars, j'ai fait la section avec les officiers de l'armée française. Je pars à l'Algérie. On a fait 3 mois de la section pour débarquement, ce qui fait la section les officiers de l'armée française. On débarquait au Corse. Comment s'est déroulée la guerre telle que vous l'avez connue? On débarquait le Corse, on a fait la guerre contre les Allemands, avec l'armement, avec les canons, avec les grenades, avec lance-flammes, avec lance-grenades. Après, quand on a libéré les Corses, on débarque à l'Italie. L'Italie a été équipée par les Allemands. Il y en a des morts, il y en a des blessés, il y en a qui... partout. C'est la guerre. On revient à Toulon. Toulon, on trouve les blocs. Nous, les commandos, on rentre de les blocs, on a mis les grenades pour sortir les Allemands. Avec mon unité, j'ai été cantonné dans une forêt de pins qui était au-dessus d'un village qui s'appelait Viticuso. Là, mes tirailleurs, je leur ai appris à vaincre la neige parce qu'il y avait 1 mètre de neige à peu près. Arrivé à Naples, nous avons vraiment commencé la guerre et la campagne d'Italie. À Cassino, il y eut du sang et beaucoup de prisonniers. Et cela dura jusqu'à la fin de la campagne d'Italie. En Alsace, la guerre était terrible. Tellement terrible que je ne peux pas donner de détails. La dernière grande ville libérée sur le territoire français fut Strasbourg, ville française séparée de l'Allemagne par le fleuve. La traversée du Rhin fut alors effrayante. Un grand nombre de soldats périrent noyés. Et il y eut plus de victimes que par les armes. Où avez-vous été fait prisonnier? J'ai été fait prisonnier en juin 1940 à Lille. Tous ceux de la compagnie ont été en même temps faits prisonniers. J'étais affecté au 5e RTM, qui fait partie de la 2e division d'infanterie marocaine. Cette affectation m'a amené donc en première ligne, à quelques kilomètres de première ligne, dans des villages absolument abandonnés, sinistrés, bombardés. Ça fait un effet absolument terrible pour ma part. Et lorsque mon commandant de compagnie m'a vu avec l'âge que j'avais, il a été un peu surpris en disant « j'ai un gamin, je vais lui donner un groupe, c'est assez difficile » et tous les soldats, parce qu'un groupe est composé d'environ une douzaine de soldats, sont des Marocains qui ont déjà 40 ans avec des moustaches et moi avec 16 ans et demi. Évidemment, ça fait un effet, il faut être à la hauteur pour pouvoir les commander et les diriger. Et lorsque nous avons commencé l'action d'attaque, le commandant Magnard, j'ai un souvenir de ce monsieur que je n'oublierai jamais, avait décidé de ne pas me confier de responsabilité, du moins durant les premières actions, pendant 1 ou 2 actions. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement. Il m'a dit, vous restez avec moi et on va attaquer ensemble. J'ai attaqué à côté de lui, mais je vous avoue que la première fois, j'étais absolument dans les nuages. C'était quelque chose d'incroyable. Bon, après, les choses sont rentrées dans l'ordre. J'ai pris donc la responsabilité de mon groupe et j'ai assumé mon devoir de chef de groupe jusqu'à la fin. Nous avons, dans cette campagne d'Italie, vous savez qu'il y a eu cette attaque du 11 mai 1944 à 11h du soir qui a eu lieu sur tout le front de l'Adriatique à la Méditerranée. Et le régiment du 5e RTM a eu la chance d'être en réserve, c'est-à-dire il n'a pas attaqué ce soir, le soir du 11 mai.
Et lorsque nous avons attaqué le lendemain à 7 heures, nous avons vu un peu la boucherie, parce que c'était vraiment une boucherie. Les Allemands qui étaient en position défensive, c'est-à-dire ils sont installés avec des blocos, des mines, des barbelés, etc. Il fallait traverser cette ligne. Ça a été dur, on a eu beaucoup de casses. Nous n'avions pas de chars, pas d'aviation, très peu d'équipement parce que nous avions l'équipement français et non américain. Et ce jour-là, notre bataillon et un bataillon de la Légion étrangère ont été enfoncés, contournés. Il y a eu chez nous 2 compagnies prisonnières, pratiquement entières, dont je faisais partie. Les Américains sont entrés au Maroc en 1942. Alors, peu à peu, nous avons été équipés par du matériel américain. Nous avons été vêtus de tenues militaires américaines. Nous avons appris à manier les armements arrivés des États-Unis et nous nous sommes entraînés avant de quitter le Maroc pour l'Algérie. Rien que pendant la campagne d'Italie, en 6 mois, les pertes ont été considérables pour le corps expéditionnaire français. 7000 morts et plus de 23 000 blessés. Le terrain, c'était donc un peu une petite montagne avec des terrasses. Et me voilà parti dans ce groupe en tête, bien sûr. Et j'étais blessé. J'ai reçu une rafale de fusil mitrailleur à la cuisse. J'avais une mitraillette américaine. Je me suis mis à genoux et j'ai reçu la rafale juste au bas de la cuisse. Et il y a la crosse de ma mitraillette qui a été coupée. J'avais plus que l'eau. Mon bidon dans lequel j'avais de l'eau, il n'y a plus de bidon. Bon, alors j'ai avancé quand même et j'ai signalé au commandant de compagnie que j'étais blessé. À l'époque, le lieutenant Petit, qui était le lieutenant commandant de la 5e compagnie, est à l'attaque pour trouver, pour percher et aller occuper Cassino. On s'est retrouvés, les 4 officiers, tous blessés. Et c'est là, et on était évacués, non pas sur des ambulances ni des jeeps, mais plutôt par des mulets dans des couffins. Parce que l'endroit où nous étions n'était pas accès aux véhicules. La frugalité est une qualité naturelle des montagnards berbères. Le lieutenant-colonel Pantalacci l'explique ainsi. Un goum partait autrefois pour 3 jours et même davantage. Chaque homme portait un mezouet contenant 1 kilo de farine, quelques figues ou dattes séchées, un peu de thé, de sucre et d'huile. En 1939, lorsque nous nous sommes engagés dans l'armée, nous sommes partis d'El-Ksiba et nous avons fait le parcours jusqu'à Meknès à pied. Mais quand on a attaqué dans la montagne, les jeeps et les camions, les GMC passaient plus. Et les Américains ont été bien contents, en attendant qu'ils fassent venir des mulets de leur Amérique, de venir nous emprunter les nôtres. Mes tirailleurs ont été avec moi, ils étaient 42. J'avais un sous-officier adjoint qui s'appelait Monet, et j'avais donc que des Marocains avec moi. Bon, nous nous sommes très bien conduits. Ils avaient un jeu formidable. Et lorsque, quelques jours avant de faire l'embarquement à destination de l'Italie, mes tirailleurs ont manœuvré à balles réelles au champ de Fort-de-L'Eau, au champ d'entraînement de Fort-de-L'Eau. Ils ont prouvé que toutes les unités, à l'image de la section, étaient capables et feraient l'honneur à l'armée française pour se battre en Italie. On a vu des soldats marocains à court de munitions ramasser des cailloux comme ils faisaient quand ils étaient bergers dans le bled au Maroc, et se battre à coups de cailloux contre les Allemands. Extraordinaire, ou au couteau. Donc, nous, on ne les a jamais vus flancher, jamais, quelles que soient les circonstances. Comment les Alliés, et notamment les Américains, considéraient-ils les Marocains au combat?
je me rappelle quand nous avons débarqué dans le port de Naples, hein, il y a les Américains, on a senti que les Américains ne nous prenaient pas trop au sérieux. Hein. Ils avaient un petit sourire condescendant et par moments, c'est certain que nos braves tirailleurs, hein, avec tous leurs impédimenta, leurs bardas, leurs mulets, hein, à côté du matériel américain, ça ne faisait pas... Enfin, ils considéraient que ce n'était pas très sérieux. Mais quand ils nous ont vus au combat, petit à petit, leur position a changé, leur sentiment a changé. Et lorsque nous avons, après l'attaque du 11 mai, carrément, à ce moment-là, ils nous ont pris au sérieux. Ceci me rappelle une phrase qui a été prononcée par le général Clark, le général américain qui commandait la 5e armée américaine, sous les ordres duquel le corps expéditionnaire français se trouvait. Le général Clark a dit un jour, en Italie, lorsque j'avais besoin de parler au général Juin, je le convoquais à mon PC. Après le Garigliano, quand je voulais parler au général Juin, je lui demandais s'il voulait bien me recevoir. Palois. En 1940, j'étais rentré en philosophie au collège de Naï. Les Allemands occupaient une grande partie du pays. Ils étaient à Orthez, c'est-à-dire à 40 km. Moi, j'ai bien senti à ce moment-là que ça n'allait pas durer. Et j'ai saisi l'opportunité, puisqu'il y avait des gens qui devaient s'engager, qui pouvaient s'engager pour aller à l'Afrique. J'ai dit, tu partiras en Afrique. Je ne pensais pas que 60 ans après, on puisse me dire « Que pensez-vous des Marocains ?» Ce sont des frères. Alors vous avez posé tout à l'heure la question, quelles étaient les relations entre soldats français et soldats marocains. Avant de partir au combat, les relations étaient bonnes. Il n'y avait pas de frottement, ça marchait, ça allait très bien. D'abord, les soldats français étaient très peu nombreux. Il y en avait très peu dans les compagnies. Bon, ils vivaient, quand même, il y avait la chambrée des soldats français et les chambrées des soldats marocains. Ils vivaient à part, ils avaient leur popote à part. Tout ça, c'est certain qu'une fois qu'on s'est retrouvé à l'entraînement en Algérie et ensuite au combat en Italie, tout le monde était dans les trous. Il n'y a plus aucune différence. Chacun on s'était aidés mutuellement et il n'y avait plus aucune différence. Maintenant, alors, le comportement des soldats marocains au combat est absolument extraordinaire. Extraordinaire. On m'a demandé des fois, est-ce que tu n'as jamais eu peur au combat? Si, j'ai eu peur, mais quand on a 30 Marocains derrière soi à commander, c'est beaucoup plus facile de se montrer courageux. Nous avons défendu la France avec un total dévouement. Et le commandant Magnard a organisé donc sa compagnie pour avancer. Il a réparti les tâches à chacun. Et je me souviens, il avait dit à un camarade qui est d'Alger, qui s'appelait Rose, je me souviens toujours de ce nom. Et le commandant lui dit, Rose, vous attaquez en premier avec votre groupe,
Et Rose a répondu, mon commandant, je suis père de 2 filles, ça chauffe beaucoup, est-ce que je ne peux pas attaquer pas en tête? Et moi, je lui dis, moi, je prends la place de Rose, et effectivement, je suis parti. Le commandant de compagnie m'a dit de ne pas bouger. 10 minutes après, on a dégagé mon groupe, et le commandant de compagnie est venu voir moi, a regardé ma blessure et m'a dit, écoutez, vous avez beaucoup de chance, il n'y a rien de cassé, puisque votre jambe bouge et que tout va bien. Et il me coupe le pantalon, il voit la blessure, il me donne des cachets pour arrêter l'hémorragie, il me donne ses cachets, et il me dit, maintenant je vais vous rapatrier en arrière. L'anecdote que je vais vous conter concerne la campagne de Tunisie. C'était en décembre 1942. Nous étions sur le front tunisien et en face nous avions les Italiens. Fin décembre, nous avons attaqué le front italien et progressé d'une 12aine de kilomètres. La nuit commençait à tomber et nous étions aux aguets. Tout d'un coup, le chargeur tombe en arrière avec une balle dans la joue. Je pensais qu'il avait été tué, bien sûr. Alors, il est tombé en arrière. J'ai appelé quelques tirailleurs pour l'évacuer au premier poste de secours. Personne ne bougeait. Je l'ai pris sur mon dos et je l'ai amené au poste de secours. J'ai passé 7 mois en prison en Espagne, un mois avec les Allemands, et mon parcours pour rejoindre l'Espagne, tout cela a fait 10 à 11 mois. Je me suis retrouvé à Casablanca, où nous campions au Marif. Et un dimanche, c'était le farniente, disons, un tirailleur vient me voir, j'avais été nommé sergent, il vient me voir, il me dit, Mohamed, excusez-moi le nom, je ne m'en souviens pas très bien, mais enfin, veut te voir. Je vais avec mon tirailleur sur une place, je vois un gars en gelaba blanche, il arrive, c'était le gars qui avait pris le balle. Et bien effectivement, le gars avait été prévenu que j'étais là. Il est venu me congratuler, me remercier, me baiser les mains, et il ne savait pas quoi faire pour moi. La relation entre nous et les Français était basée sur l'amour. Ils nous ont acceptés comme des engagés volontaires. Et ils ont agi et œuvré envers nous avec honnêteté. Parce que nous avons été d'une grande honnêteté envers eux. Les Français, à cause de l'oppression allemande, sont venus demander notre aide. Alors, nous étions prêts à offrir notre vie pour eux et à mourir pour leurs enfants. Pour conclure cet entretien qui fut très agréable, avez-vous un message à faire transmettre, un message personnel à faire transmettre? En ce qui concerne mon souhait, je souhaiterais en effet que je retrouve trace de ce commandant qui a été un homme remarquable, le commandant Manière, qui a été me chercher là où j'étais blessé, il m'a ramené en arrière et j'étais sur son dos, et qui était pour moi un exemple d'officier absolument extraordinaire. Je souhaite, si ce monsieur, j'espère qu'il doit être moins général, est encore en vie, j'aimerais rentrer en contact avec lui, et donc à échéant, je suppose qu'il doit avoir de la famille, et je serais très heureux de rentrer en contact avec sa famille. Avec les Français, nous étions comme des frères. La guerre exige cette fraternité entre soldats. Pour vous donner un exemple de cette fraternité,
Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'un Français tombait devant moi, je le prenais sur les épaules pour le ramener à l'arrière afin d'y être soigné ou de mourir. Il n'y avait aucune distinction entre musulmans et chrétiens. J'aime la France, j'aime le Maroc et je suis à la fois français et marocain. Quels sont les sentiments que vous avez perçus à l'annonce de cet entretien? J'ai senti que vous me considériez. Et cette considération que vous me témoignez, en venant de France, en engageant des frais pour venir à ma rencontre, me fait plaisir. Et je suis content que vous continuiez à penser à nous. Pour clore cet entretien, parce que il faut bien terminer, pouvez-vous peut-être nous dire, lorsque vous reconstituez ce passé à la fois douloureux et glorieux, quelles sont vos émotions? Oui, c'est parfait, parce que ce que vous venez de faire, ce que vous faites, c'est quelque chose qui sont des souvenirs que vous remuez. Et les souvenirs ne meurent jamais. C'est l'histoire qui parle. Ce que vous faites, pour moi, vous me faites un grand honneur de venir me trouver au milieu de ce club et qui me rappelle beaucoup de choses, y compris ma jeunesse. Quand je vois les jeunes qui me posent des questions, je me rappelle à l'époque aussi, quand j'avais 23, 24 ans. Et c'est là où la santé parle, et un tas de choses parlent. Et maintenant, aujourd'hui, comme vous le faites, ça montre qu'il y a quand même une liaison entre justement ce que nous appelons l'amitié franco-marocaine.